Maman a posté, enfin débarrassée de cette sangsue. 2K like. Papa, enfin mon bureau. J'ai screené. Puis j'ai publié l'acte notarié. C'est ma maison, je l'ai logée gratuitement. Panique. Je m'appelle Floriane, j'ai 29 ans, et le soir où ma mère a décidé de célébrer mon départ de la maison familiale sur les réseaux sociaux, je n'étais pas en train de faire la fête. J'étais assise par terre, sur le carrelage froid de mon nouveau studio au centre de Lorient, en train de manger une galette bretonne industrielle et froide, directement sortie de son emballage plastique. Dehors, la pluie typique du Morbihan battait contre les carreaux, comme pour accompagner ma solitude. Mon téléphone a vibré. Une notification de X, l'ancien Twitter. C'était ma mère, Muriel. J'ai ouvert l'application, le cœur battant, espérant peut-être un message inquiet ou un mot doux. À la place, j'ai vu une photo d'elle, souriante, un verre de vin blanc à la main, devant un plateau de fruits de mer. La légende disait, enfin débarrassée de cette sangsue. Bon débarras, à nous la liberté. Dièse vie de rêve #adieu Tanguy. Ce message a eu l'effet d'une gifle glacée. Mais ce n'était que le début. En dessous, les commentaires s'empilaient. Mon beau-père, Loïc, avait posté une photo avant-va près de ma chambre. Sur la première, mes cartons empilés. Sur la seconde, la pièce vide avec du papier peint arraché. Il avait écrit « De la porcherie de l'ado attardé à ma nouvelle salle de poker ». Enfin un vrai bureau pour un homme. Ma sœur Océane avait renchéri en taguant ses copines. « Attention les filles, voilà ce qui arrive quand on sort avec des geeks sans avenir. » La clocharde est de sortie. J'ai senti les larmes monter, chaudes et brûlantes. Ils riaient. Ils fêtaient mon départ comme on fête la fin d'une maladie. 1899 likes. Des étrangers riaient avec eux, commentant avec des émojis de clowns et de cochons. Ils pensaient que j'étais une ratée. Une charge. Une sangsue qui avait drainé leurs ressources pendant des années. Ce qu'ils ne savaient pas, alors qu'ils trinquaient dans ce salon chauffé et confortable à la Nester, c'est que la maison dans laquelle ils se trouvaient, le toit sous lequel ils dormaient, et même le sol sur lequel Loïc posait ses pieds sales, tout cela m'appartenait. Légalement. Intégralement. Ils riaient de moi, sans savoir que je tenais dans ma main non seulement une galette froide, mais aussi le pouvoir de les mettre à la rue d'un simple claquement de doigts. Cette nuit-là, je n'ai pas répondu. J'ai simplement fait une capture d'écran. Puis une autre. Et j'ai attendu. Avant de vous raconter comment une simple image et un détail oublié dans un testament ont transformé leur victoire en cauchemar absolu, j'aimerais savoir qui est avec moi ce soir. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez cette histoire, et quelle heure est-il chez vous? J'adore imaginer que ma voix voyage bien plus loin que ce petit studio humide de Bretagne. Revenons à cette nuit fatidique. La cruauté de ma famille ne datait pas d'hier. Pour comprendre pourquoi ce poste a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, il faut revenir en arrière. Il faut que vous compreniez l'ampleur de l'humiliation. Quand j'ai vu le commentaire de ma tante Sylvie, la sœur de ma mère, quelque chose s'est brisé en moi. Elle avait écrit « Tu te souviens quand elle a pleuré à 23 ans parce que Starbucks ne voulait pas d'elle ?» Toujours aussi inutile à 30 ans. C'était la blague récurrente de la famille. Mon échec. Ma honte. Ils avaient réduit toute mon existence à ce moment de faiblesse, ignorant délibérément tout ce que j'avais construit depuis. J'ai zoomé sur la photo de ma mère. Elle avait l'air si heureuse. Si soulagée. Comme si ma présence avait été un cancer. Elle ne se doutait pas que la sangsue venait de quitter l'organisme, mais que c'était l'organisme lui-même qui allait bientôt dépérir sans elle. J'ai posé mon téléphone face contre terre. Le silence de l'appartement était assourdissant. Pour la première fois de ma vie, je n'entendais pas la télévision de Loïc hurler à fond. Je n'entendais pas Océane crier au téléphone. J'étais seule. Terrifiée. Mais libre. Et dans cette liberté, une colère froide, méthodique, a commencé à germer. Ils voulaient jouer au plus malin sur la place publique? Très bien. Nous allions jouer. Mais ils avaient oublié une règle essentielle du Monopoly. Il ne faut jamais insulter le propriétaire du terrain sur lequel on a construit son hôtel. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter 7 ans en arrière. J'avais 22 ans. C'était l'enterrement de ma grand-mère maternelle, Mamie Odette. C'était la seule personne dans cette famille qui me regardait avec douceur.
Elle avait travaillé toute sa vie dans les conserveries de poissons du port de l'Orient. Ses mains sentaient toujours un mélange de sel et de crème hydratante bon marché. Elle avait acheté cette maison à Lanester, brique par brique, avec ses heures supplémentaires et ses économies cachées dans une boîte à biscuits. Quelques semaines après ses funérailles, nous étions assis dans le bureau feutré de Maître Vernier, le notaire. L'odeur de vieux papier et de cire à bois m'oppressait. Ma mère, Muriel, portait du noir mais je voyais ses yeux briller d'avidité. Loïc, mon beau-père, s'était forcé à mettre une chemise, mais il tapait du pied nerveusement. Je savais pourquoi, il avait des dettes de jeu au PMU. Il voyait la mort de Mamie Odette comme un ticket gagnant de loto. Quand le notaire a commencé la lecture, l'atmosphère a changé. Mamie Odette avait laissé ses liquidités, environ 20 000 € d'assurance vie, à ma mère. Muriel a souri, satisfaite. Loïc a soufflé, faisant déjà le calcul mental de ce qu'il pourrait dépenser. Mais ensuite, Maître Vernier a raclé sa gorge et a lu la clause concernant l'immobilier. Quant à la propriété située aux 12 rue des Hortensias à Lanester, je lègue l'intégralité de la quotité disponible à ma petite-fille, Floriane, faisant d'elle l'unique propriétaire du bien immobilier. Le silence qui a suivi a été total. Un silence lourd, épais. Muriel a blêmi. « Pardon » a-t-elle articulé, la voix tremblante. « C'est une erreur. Je suis sa fille unique. » Le notaire a ajusté ses lunettes. « Votre mère a été très claire, madame. Elle a spécifié dans une lettre annexe qu'elle souhaitait protéger le toit familial. Elle craignait. » Il a jeté un coup d'œil gêné vers Loïc. Elle craignait que le bien ne soit hypothéqué ou vendu pour des raisons frivoles. Loïc est devenu rouge écarlate. Il a compris tout de suite que la vieille dame avait vu clair dans son jeu, même depuis l'au-delà. Mamie savait qu'il dilapiderait la maison. Elle m'avait choisie comme gardienne. J'étais sous le choc. Moi, propriétaire? À 22 ans? C'est là que la manipulation a commencé. Dès que nous sommes sortis du cabinet, sur le trottoir gris, ma mère s'est effondrée en larmes. Pas des larmes de deuil, mais des larmes de théâtre. Elle m'a pris les mains. « Floriane, ma chérie. Tu vois ce qu'elle a fait? Elle était sénile à la fin. Elle voulait nous diviser. Mais nous sommes une famille, n'est-ce pas? » Je ne savais pas quoi dire. J'étais jeune, je venais de perdre mon repère, et je voulais désespérément que ma mère m'aime. « Écoute, » a intervenu Loïc, reprenant son assurance. « C'est juste de la paperasse pour les impôts. C'est toujours la maison de tes parents. Tu habites avec nous. On va gérer les factures, l'entretien, tout. Toi, tu continues tes études, tu ne t'occupes de rien. C'est juste ton nom sur un papier, pour faire plaisir à la vieille. D'accord? On ne va quand même pas payer un loyer à notre propre fille, a ajouté Muriel avec un rire nerveux qui sonnait faux. Ce serait ridicule. Tu es notre enfant. J'ai hoché la tête. J'ai dit oui. J'ai accepté. Parce que je voulais être la bonne fille. Parce que je ne voulais pas de conflit. Parce que je pensais qu'il m'aimait. Je ne savais pas que je venais de signer mon arrêt de mort émotionnel. Je venais de leur donner les clés de ma maison, et en échange, ils allaient me traiter comme une intruse dans mon propre royaume. 3 mois plus tard, les 20 000 € de l'héritage avaient disparu. Volatilisés dans un voyage all-inclusive en République dominicaine pour Muriel et Loïc, et une nouvelle moto d'occasion pour lui. Quand ils sont rentrés, bronzés et fauchés, la réalité a frappé. Les factures s'accumulaient. Un soir, alors que je préparais le dîner, Muriel a posé une enveloppe sur la table de la cuisine. Elle a appelé ça une « décision d'adulte ». Floriane, tu as 23 ans maintenant. Il est temps que tu apprennes la valeur de l'argent. On pense qu'il est normal que tu contribues aux frais de la maison. J'ai ouvert l'enveloppe. Il demandait 400 € par mois. Pour la nourriture, l'électricité, l'eau. C'est normal, non? A dit Loïc en ouvrant une bière bon marché, les yeux rivés sur le match de foot à la télé. Sur le papier, cela pouvait sembler juste. Sauf pour un détail crucial, j'étais la propriétaire. Je payais déjà la taxe foncière annuelle qui s'élevait à 1 200 €, car les impôts étaient à mon nom. Je payais les réparations. Quand le chauffe-eau a lâché l'hiver dernier, c'est moi qui ai signé le chèque de 1 500 € avec mes économies de freelance.
Eux n'avaient pas mis un centime. Et pourtant, j'ai accepté de payer ces 400 € mensuels. Pourquoi? Parce que chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet de la propriété, Loïc me coupait la parole. Tant que tu vis sous mon toit, tu suis mes règles. Sous son toit. L'audace était stupéfiante. Il vivait gratuitement dans ma maison, regardait la télé que j'avais contribué à acheter, et osait me dire que c'était son toit. La situation était grotesque. Je travaillais comme une forcenée dans ma petite chambre. Je commençais à me faire un nom en tant que traductrice technique et experte SEO. Je passais mes nuits à optimiser des sites web pour des clients américains, à traduire des manuels d'ingénierie complexes de l'allemand au français. C'était un travail intellectuel, difficile et très bien payé. Mais pour eux, je jouais à l'ordinateur. Chaque fin de mois, je faisais ce virement de 400 € intitulé « Participation frais ». Et chaque fin de mois, je voyais Loïc rentrer avec des nouveaux gadgets ou Océane revenir avec des sacs de vêtements de marque, alors qu'il prétendait ne pas avoir d'argent pour la taxe d'habitation. Je payais un loyer à mes locataires gratuits. C'était le monde à l'envers. Un soir, j'ai osé dire à table que je trouvais injuste de payer autant alors que je mangeais à peine avec eux. Loïc a explosé. Il a tapé du poing sur la table, faisant sauter les couverts. « Tu es une ingrate. On t'a nourri, logé, blanchi. Et maintenant que tu gagnes 3 sous sur Internet, tu comptes chaque centime? C'est ça ta mentalité? Une radine ?» Ma mère a soupiré, me regardant avec déception. Il a raison, Floriane. Ne sois pas égoïste. La famille, c'est le partage. Le partage? Quel partage? Je partageais mon argent, mon toit, ma patience. Eux partageaient leur mépris. J'étais la banque invisible, le propriétaire fantôme qu'on traite comme un squatter. Je vous pose la question, honnêtement, si vous étiez à ma place, à 23 ou 24 ans, auriez-vous eu le courage de mettre vos parents à la porte? Ou auriez-vous, comme moi, courbé les chines en espérant qu'un jour, ils vous disent simplement « merci » ? Dites-moi ce que vous auriez fait dans les commentaires, je suis curieuse de voir si j'étais trop faible ou juste trop gentille. Le mépris ne s'arrêtait pas à l'argent. Il visait l'essence même de ce que je faisais. Pour ma famille, si on ne rentrait pas à la maison avec les mains sales ou un uniforme, ce n'était pas un vrai travail. Mon activité de freelance, qui me rapportait pourtant près de 4 000 € net certains mois, un montant que je gardais secret pour éviter qu'ils ne me demandent plus, était pour eux une blague. Un après-midi pluvieux de novembre, j'avais une réunion cruciale sur Zoom avec un nouveau client, une grosse entreprise de logistique basée à Hambourg. C'était le contrat qui pouvait faire décoller mon année. J'avais mis une chemise, flouté mon arrière-plan pour cacher le papier peint démodé de ma chambre d'adolescente, et je présentais ma stratégie SEO. Je parlais un anglais technique fluide, concentré à l'extrême. Soudain, la porte de ma chambre s'est ouverte à la volée. C'était Océane, ma sœur cadette. À 26 ans, elle travaillait à mi-temps comme conseillère bancaire, mais sa vraie passion était de se croire influenceuse sur TikTok. Elle a débarqué en trombe, son téléphone à la main, avec une musique techno qui hurlait à plein volume. « Floriane. Bouge de là, la lumière est meilleure ici pour ma chorégraphie. »« Allez, pousse-toi » a-t-elle crié, ignorant totalement que je parlais. Mon client allemand s'est tu. Il a froncé les sourcils. J'ai senti la panique me gagner. « Océane, sors. »« Je travaille » ai-je chuchoté agressivement en essayant de garder mon calme face à la caméra. Elle a éclaté de rire. « Tu travailles? Laisse-moi rire. Tu discutes avec tes copains imaginaires. Allez, décale ton siège, j'ai besoin du mur blanc. » Elle a commencé à faire des gestes de danse ridicules derrière moi, entrant dans le champ de la caméra. J'ai dû couper la caméra et le micro en urgence, prétextant un problème technique. J'ai perdu 10 minutes à la mettre dehors, tremblante de rage. Quand j'ai repris l'appel, le client était froid. J'ai sauvé le contrat de justesse, mais j'ai perdu toute crédibilité professionnelle ce jour-là. Quand je suis descendue plus tard pour me plaindre à ma mère, elle était en train de limer ses ongles. « Oh ça va, Floriane, n'en fais pas un drame » a-t-elle dit sans lever les yeux. « Ta sœur est créative, elle, au moins. Elle essaie de percer dans un milieu moderne. Toi, tu es toujours enfermée. Tu devrais être contente qu'elle mette un peu de vie dans cette maison.
Et puis, ne sois pas jalouse parce qu'elle a plus de followers que toi. Jalouse? J'étais celle qui payait la connexion fibre optique au débit qu'Océane utilisait pour uploader ses vidéos. J'étais celle dont les impôts finançaient les routes qu'elle empruntait pour aller faire du shopping. Océane me voyait comme une vieille fille aigrie. Elle m'empruntait, volait mes vêtements, critiquait mon style, et me répétait sans cesse « Heureusement que papa et maman te gardent ici, sinon tu serais sous les ponts avec ton petit ordinateur. » Le contraste était saisissant. D'un côté, j'étais une professionnelle respectée par des directeurs marketing à Berlin et New York. De l'autre, dès que je passais le seuil de ma porte, je redevenais la petite Floriane, l'incapable, la rêveuse, la sangsue. Cette dissonance cognitive me rongeait de l'intérieur. Je commençais à douter de ma propre réalité. Est-ce que c'était moi le problème? Le point de rupture psychologique, avant même le départ, a eu lieu lors du dernier Noël. Toute la famille était réunie. La table était chargée, payée en grande partie par ma contribution de décembre. Il y avait ma tante Sylvie, la sœur aînée de ma mère, une femme qui adorait les ragots et dont la voix perçante me donnait des migraines instantanées. Au milieu du repas, alors qu'on servait la dinde, Sylvie a posé ses yeux de vautour sur moi. Alors Floriane? Toujours pas de fiancé? Toujours pas de vrai boulot? J'ai serré mes couverts. J'ai beaucoup de travail, tante Sylvie. Mon entreprise se porte bien. Elle a émis un petit rire méprisant, un gloussement qui a fait trembler son double menton. Entreprise. C'est un grand mot pour dire que tu tapes sur un clavier en pyjama. Tu sais, je parlais avec le fils de ma voisine, il est ingénieur. Un vrai métier. Il construit des ponts. Toi, tu construis quoi? Des châteaux en Espagne? Toute la table a ri. Loïc a tapé dans le dos de Sylvie. Bien dit. Elle construit surtout des dettes si on ne l'aidait pas. Et c'est là que Sylvie a sorti sa carte maîtresse, celle qu'elle adorait ressortir à chaque réunion de famille. L'histoire du Starbucks. Ah, ça me rappelle quand elle avait 23 ans, a-t-elle hurlé pour couvrir le bruit. Vous vous souvenez? Elle a postulé pour servir des cafés chez Starbucks à Nantes. Et ils ne l'ont pas prise. Elle est rentrée en pleurant comme une madeleine. Imaginez, même pour verser du café, elle n'était pas assez qualifiée. Les rires ont redoublé. Océane filmait la scène pour sa story privée Snapchat. Ma mère essuyait une larme de rire au coin de l'œil. C'est vrai que c'était pathétique, a ajouté ma mère. Ma fille, refusée pour servir des muffins. J'avais tellement honte. J'étais assise là, figée. Ce qu'ils ne disaient pas, ou ce qu'ils avaient choisi d'oublier, c'est que j'avais pleuré ce jour-là non pas à cause du refus, mais parce que j'étais épuisée nerveusement. Je venais de passer 3 nuits blanches à soigner Loïc qui avait une grippe carabinée pendant que ma mère était en week-end. J'avais raté l'entretien parce que j'étais trop fatiguée pour répondre correctement. J'avais pleuré de fatigue, d'épuisement, de désespoir. Mais pour eux, c'était juste la preuve que j'étais une ratée. Sous la table, mes poings étaient si serrés que mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. Je venais de virer 1500 € la veille pour réparer leur chaudière afin qu'ils aient du chauffage pour ce Noël. Personne n'avait dit merci. Ils mangeaient ma dinde, se chauffaient avec mon argent, vivaient dans ma maison, et ils riaient de moi. Je me suis levée, prétextant aller chercher le dessert. Dans la cuisine, j'ai regardé le mur. J'ai eu envie de hurler, de tout casser, de leur jeter les titres de propriété au visage. Mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. J'ai respiré un grand coup. J'ai sorti la bûche glacée. Et je me suis fait une promesse, ce serait mon dernier Noël ici. Quoi qu'il en coûte. Si ma famille était le poison lent, Michael a été l'antidote violent qui m'a forcé à réagir. J'avais rencontré Michael 8 mois plus tôt. Il travaillait dans une banque, il était pragmatique, carré, un peu rigide mais il me donnait l'impression d'être normal. Pour la première fois, je sortais avec quelqu'un qui me respectait, ou du moins, je le croyais. Je ne lui avais jamais dit que j'étais propriétaire de la maison. J'avais peur que cela complique les choses, ou qu'il pense que je me vantais. Je lui disais simplement que je vivais chez mes parents pour économiser en attendant de trouver mieux. Un samedi matin, Michael est venu me chercher pour aller au marché de Lorient. Il a sonné à la porte. C'est Loïc qui a ouvert. Il était 10h30 du matin.
Loïc était en caleçon, une bière bon marché à la main, le ventre dépassant de son t-shirt taché. « Ah, c'est le banquier », a tonné Loïc en guise de salutation. « Tu viens récupérer la princesse ? Fais gaffe, elle coûte cher en entretien. » Il a éclaté de son rire gras. « Pense à me payer une pension si tu me débarrasses d'elle, hein. » Michael a souri poliment, mais j'ai vu son regard changer. Il a regardé Loïc, puis la maison un peu décrépite, car Loïc refusait de tondre la pelouse ou de peindre les volets, et enfin moi, qui descendais les escaliers avec mon sac à main. Il y avait du jugement dans ses yeux. De la pitié. Et du dégoût. Dans la voiture, le silence était lourd. « Ton beau-père est spécial », a-t-il dit finalement. « Je sais, désolé. Il a un humour particulier. » Michael a soupiré. Il a garé la voiture sur le parking du Leclerc, pas au marché. Il a coupé le contact. « Florian, je ne peux pas continuer comme ça. » Mon cœur s'est arrêté. « De quoi tu parles ? » Nous deux. Ça ne va pas le faire. Tu as presque 30 ans, Florian. Et tu vis encore comme une adolescente. Tu te laisses traiter comme une gamine par ce type. Tu n'as aucune indépendance. Mais je travaille. Je gagne bien ma vie, ai-je protesté. Peut-être, mais tu es passive. Tu es soumise. Je cherche une femme, une partenaire, quelqu'un qui a de l'ambition, qui a sa propre place dans le monde. Pas quelqu'un qui se cache dans la jupe de sa mère. Tu es trop lourde à porter. Il m'a largué là, sur le parking du supermarché. Il m'a laissé avec mes larmes et ma honte. J'ai voulu lui crier, mais c'est ma maison. Je suis riche. Je possède un bien immobilier de 300 000 €. C'est eux qui vivent chez moi. Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Parce qu'au fond, il avait raison. Pas sur l'argent, mais sur mon attitude. J'étais passive. J'étais complice de mon propre malheur. En ne disant rien, en ne revendiquant pas mes droits, j'avais laissé ma famille me transformer en cette petite chose pathétique aux yeux du monde. C'est ce jour-là, en rentrant à pied sous la bruine, que j'ai décidé que c'était fini. J'allais partir. Non, mieux que ça. J'allais les laisser croire qu'ils avaient gagné, pour mieux leur retirer le tapis sous les pieds. Les semaines suivantes, j'ai agi comme un agent secret dans ma propre vie. J'ai contacté une agence immobilière. Avec mes bilans comptables impeccables et mes revenus élevés, j'ai obtenu un prêt bancaire en un temps record pour acheter ce petit studio au centre-ville. Je ne voulais plus rien devoir à personne. Je voulais un endroit à moi, vraiment à moi, où personne n'avait le double des clés. J'ai préparé mon départ dans le plus grand silence. Je triais mes affaires la nuit, cachant les cartons au fond de mon placard. Je transférais mes dossiers importants, mes disques durs, mes bijoux de valeur, ceux de mamie, dans un coffre à la banque. J'ai choisi un mardi pour partir. Muriel était au travail, Loïc était parti voir ses copains de Paris, et Océane dormait chez une amie. J'ai chargé ma petite voiture. Pas de déménageur, pas de bruit. Juste moi et quelques allers-retours. La dernière chose que j'ai prise, c'était le cadre photo de Mamie Odette qui trônait sur ma table de chevet. J'ai regardé ma chambre une dernière fois. Les murs que j'avais peints moi-même, le sol que j'avais nettoyé 1000 fois. J'ai laissé une lettre sur la table de la cuisine, à côté de la pile de factures impayées qui laissait traîner pour moi. Je pars. Je vous laisse de l'espace. Soyez heureux. C'était court. Pas d'explication. Pas d'adresse. Je suis partie à 14 h. À 18 h, j'ai reçu le premier message de ma mère. Pas d'appel inquiet, pas de « Où es-tu ?» Juste un SMS, « Tu es parti ?» Sérieusement ? Et pour Internet on fait comment ? Le code Wi-Fi ne marche plus ? J'avais coupé la box Internet que je payais à mon nom avant de partir. C'était ma première petite vengeance. Puis un message de Loïc, « Bon débarras. Laisse les clés dans la boîte aux lettres si tu les as prises. » Aucune tristesse. Aucune émotion. Juste de l'agacement logistique. J'étais assise sur mon matelas posé à même le sol dans mon nouveau studio, et j'ai pleuré de soulagement. Il ne m'aimait pas. C'était une certitude brutale, mais libératrice. Je n'avais plus rien à sauver.
Nous voici revenus au point de départ. 12 jours se sont écoulés entre mon départ et le fameux post sur X. 12 jours de silence radieux de ma part. Pendant ces 12 jours, j'ai observé. J'ai vu ma mère épingler son tweet odieux en haut de son profil. J'ai vu les collègues de Loïc commenter avec des blagues sexistes sur le fait qu'il récupérait sa tanière. J'ai vu Océane faire une vidéo TikTok intitulée POV, quand la sœur toxique quitte enfin la maison, où elle dansait en faisant semblant de jeter des sacs poubelles. La vidéo a fait 50 000 vues. Chaque like, chaque partage, chaque commentaire insultant était une munition supplémentaire pour moi. J'ai tout archivé. J'ai contacté Maître Vernier, le notaire de l'époque, qui était parti à la retraite mais dont le successeur, Maître Carverne, était très compétent. J'ai récupéré une copie certifiée conforme de l'acte de propriété. J'ai imprimé mes relevés bancaires sur 7 ans, surlignant en jaune fluo chaque virement de 400 €, chaque facture de réparation, chaque taxe foncière. J'ai monté un dossier en béton armé. Je ne voulais pas juste me défendre. Je voulais les anéantir publiquement avec la vérité. La vérité brute, factuelle, incontestable. Le 12e jour, le post de ma mère atteignait son pic de viralité locale. Tout l'Orient en parlait. Les gens me croisaient en ville et chuchotaient. J'étais devenue la fille ingrate qui s'est fait virer. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai pris une gorgée de vin rouge. J'ai craqué mes doigts. Il était 20 h le dimanche soir. L'heure de pointe sur les réseaux sociaux. J'ai écrit « Maman, tu m'appelles une sangsue ?» Très bien. Parlons de qui suce le sang de qui. Voici la vérité. Et j'ai commencé à uploader les images. Une par une. Comme on plante des clous dans un cercueil. Vous pensez peut-être que c'est cruel ? Que j'aurais dû régler ça en privé ? Mais ils avaient choisi la place publique. Ils avaient choisi de m'humilier devant le monde entier. Alors, j'ai décidé de leur répondre devant ce même monde. Avez-vous déjà ressenti ce moment de calme absolu juste avant de lancer une bombe ? Ce moment où vous savez qu'il n'y a plus de retour en arrière possible ? C'est terrifiant, mais c'est aussi le moment le plus puissant de votre vie. J'ai appuyé sur publier. Et j'ai regardé le monde brûler. Mon thread, fil de discussion, sur X n'était pas une longue plainte larmoyante. C'était un rapport chirurgical. Froid. Mortel. Le premier tweet montrait la capture d'écran du post de ma mère avec sa légende « Enfin débarrassée de cette sangsue ». J'ai ajouté simplement « Voici ma mère, Muriel, fêtant mon départ ». Elle oublie un léger détail. Le deuxième tweet était la photo haute résolution de l'attestation de propriété immobilière. Le document officiel de l'État français. J'avais encadré en rouge la ligne « Propriétaire unique, Mademoiselle Floriane, nom de famille ». La légende disait « La sangsue dont elle parle est en réalité la propriétaire légale de la maison où elle vit ». Ma mère et mon beau-père, Loïc, occupaient Mohen bien à titre gratuit depuis 7 ans. C'est moi qui les loge. Pas l'inverse. Le troisième tweet était une capture d'écran de mon tableau Excel bancaire, montrant la somme des virements mensuels de 400 € sur 84 mois, plus la taxe foncière, plus les travaux. Total, 48 000 € et des poussières. Légende. Non seulement je les loge gratuitement, mais ils m'ont forcé à payer un loyer de 400 € au mois pour occuper une chambre d'enfant dans ma propre maison. Voici 48 000 € que j'ai injectés dans leur confort pendant qu'ils m'insultaient. Le quatrième tweet était le coup de grâce. Une capture floutée mais lisible de mon avis d'imposition de l'année dernière, montrant mes revenus d'indépendante. Légende, et pour finir, je ne suis pas au chômage. Je suis traductrice technique et experte SEO. Je gagne plus en un mois que Loïc en 4 mois de manutention, quand il travaille. Le bureau qu'il veut récupérer ? C'est là que j'ai bâti ma carrière pendant qu'il regardait la télé dans mon salon. J'ai conclu avec cette phrase. Si vous voulez humilier votre enfant sur Internet pour des likes, assurez-vous d'abord que ce n'est pas lui qui possède le toit au-dessus de votre tête. Bisous, la sangsue. L'effet a été immédiat. Viol. En 10 minutes, mon téléphone s'est transformé en vibromasseur incontrôlable. Les notifications défilaient si vite que je ne pouvais plus les lire. Le compteur de retweets tournait comme une machine à sous. D'abord, le silence de la sidération. Puis, l'explosion.
Attends quoi? C'est sa maison? Mais quelle honte pour les parents. Chais. Bien fait. Le karma en direct. Des inconnus qui, une heure plus tôt, riaient de moi, se retournaient maintenant contre eux avec une férocité décuplée. Internet déteste les tyrans, mais il adore les justiciers. J'étais devenue l'héroïne d'une saga nationale en temps réel. Le hashtag Team Florian a commencé à monter en tendance France. À 20h35, 35 minutes après mon post, le premier appel est arrivé. C'était Océane. J'ai laissé sonner. Puis un SMS. T'es malade? Supprime ça tout de suite. Tout le monde le voit. À 20h40, Loïc a appelé. 3 fois de suite. J'ai imaginé sa tête, rouge de colère et de peur, dans ce salon qui ne lui appartenait plus. À 20h45, Muriel. Florian, répond. C'est quoi ces mensonges? On est ta famille. Tu nous humilies. J'ai souri. Mensonge? Il n'y avait pas un seul mensonge. Juste des documents administratifs. C'était ça qui faisait le plus mal. La vérité est une arme contre laquelle les menteurs n'ont aucun bouclier. Je n'ai répondu à personne. J'ai ouvert une bouteille de bon vin, un Saint-Émilion que je m'étais offert, et j'ai porté un toast à mon écran. À Mamie Odette. J'espère que de là-haut, elle appréciait le spectacle. Le lendemain matin, le chaos était total. L'histoire avait dépassé le cadre de X. Des pages Facebook locales comme « Tu sais que tu viens de Lorient-Camp » avaient relayé les captures d'écran. Les conséquences dans la vie réelle, IRL, ont été immédiates et dévastatrices. C'est ce qu'on appelle l'effet domino. Ma mère travaillait à l'accueil d'une auto-école réputée. Dès 9h du matin, son patron l'a convoquée. Apparemment, des internautes avaient identifié son lieu de travail et laissaient des avis Google une étoile disant « Auto-école qui emploie des mères abusives, si elle traite ses élèves comme sa fille, fuyez ». C'était injuste pour l'entreprise, mais c'était la réalité brutale d'Internet. Elle a été mise à pied conservatoire pour atteinte à l'image de l'entreprise, le temps que ça se calme. Pour Loïc, c'était pire. Il passait ses journées libres au bar PMU du coin. Quand il y est entré ce matin-là, un silence de mort s'est fait. Puis, un de ses amis de comptoir a lancé. « Alors Loïc? On boit un coup à la santé de ta proprio? Fais gaffe, si elle t'augmente le loyer, tu pourras plus payer ta tournée. » Tout le bar a éclaté de rire. Loïc, dont l'ego était la seule richesse, a été humilié publiquement dans son seul sanctuaire. Il est rentré chez lui, chez moi, furieux. Quant à Océane, la « star » des réseaux. Elle a perdu ses 2 petits partenariats avec des marques de cosmétiques locales. Elles lui ont envoyé des mails disant qu'elle ne voulait pas être associée à du harcèlement familial. Ses commentaires TikTok étaient inondés de « rends l'argent à ta sœur » et « parasite ». Elle a dû passer son compte en privé, perdant ainsi tout ce qu'elle avait essayé de construire. Pendant ce temps, mon téléphone continuait de sonner. J'avais 45 appels manqués de maman. 20 de Loïc. Et même un de tante Sylvie, qui avait laissé un message vocal mielleux. « Ma petite chérie, il y a un malentendu, on t'aime tu sais, il faut enlever ces horreurs d'Internet ?» Soudain, il m'aimait. Soudain, j'étais importante. Non pas parce que je leur manquais, mais parce que je tenais le fouet. Je n'ai pas cédé. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé la peur mariner. J'ai attendu 48 heures. Il faut laisser le temps à la panique de s'installer vraiment. Il devait comprendre que ce n'était pas une crise de colère d'ado. C'était une exécution immobilière. Le mercredi matin, j'ai envoyé ma réponse. Pas par SMS. Pas par X. Par la voie légale. J'ai envoyé un huissier délivrer une lettre en main propre. C'était froid, impersonnel, terrifiant. La lettre disait ceci. Madame, monsieur, en tant que propriétaire légal du bien situé au 12 rue des Hortensias, et suite aux récents événements ayant rompu le lien de confiance nécessaire à toute occupation à titre gratuit, je vous notifie par la présente la fin de l'hébergement gracieux dont vous bénéficiez depuis le décès de Madame Odette Non. Vous avez 2 options. Option A, la mise en place d'un bail de location officiel, au prix du marché pour une maison de 110 mètres carrés avec jardin à Lanester, soit 1 100 € par mois, hors charge.
Un dépôt de garantie de 2 mois, 2200 €, sera exigé immédiatement. Option B, la libération des lieux sous 60 jours afin de procéder à la mise en vente du bien. Veuillez me faire connaître votre décision sous 72 heures. Sans réponse de votre part, l'option B sera appliquée par défaut et une procédure d'expulsion sera lancée. Cordialement, Floriane non, propriétaire. J'ai appris plus tard par une voisine, qui adorait les potins, la réaction de Loïc à la lecture de la lettre. Il a hurlé. Il a jeté une chaise contre le mur. Elle n'a pas le droit. C'est ma maison. J'y habite depuis 20 ans. Sauf que, non. Il n'avait aucun droit. Il n'était pas marié sous le régime de la communauté universelle avec ma mère au moment de l'achat, c'était la maison de mes grands-parents, et le testament était clair. Il était, aux yeux de la loi, un occupant sans droit ni titre toléré par la propriétaire. Et la tolérance venait d'atteindre sa date d'expiration. Ils ont essayé de bluffer. Loïc m'a envoyé un message, on ne paiera rien. Essaie de nous virer pour voir. On a des droits, trêve hivernale, tout ça. J'ai répondu pour la première fois, nous sommes en juin, Loïc. La trêve hivernale commence en novembre. Tu as 2 mois. Tic-tac. Le bluff n'a pas tenu longtemps. Il savait qu'il ne pouvait pas payer 1100 € de loyer. Avec le salaire partiel de ma mère et les revenus aléatoires de Loïc, plus ses dettes de jeu, c'était impossible. Ils ont demandé à me voir. J'ai accepté, mais à mes conditions, dans un lieu public, un café bondé sur la place centrale de Lorient, en plein jour. Terrain neutre. Témoins potentiels. Ils sont arrivés avec 10 minutes de retard. Muriel avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Ses yeux étaient cernés, ses cheveux mal coiffés. Loïc était voûté, regardant ses pieds. Océane était là aussi, sans maquillage, cachée sous une casquette. Dès que je me suis assise, ma mère a tenté de me prendre la main. J'ai retiré la mienne doucement mais fermement. Floriane. A-t-elle commencé, la voix tremblante. Comment peux-tu nous faire ça? À ta propre mère? Comment as-tu pu m'appeler sensu devant 2000 personnes, maman? Ai-je répondu calmement. C'était une blague. Une mauvaise blague. On était un peu éméchés. Une blague qui a révélé ce que tu penses vraiment de moi. Tu m'as volé mon héritage émotionnel pendant 7 ans. Tu m'as fait payer pour vivre chez moi. Tu as laissé Loïc me traiter comme une étrangère. C'est fini. Loïc a relevé la tête, un éclair de colère dans les yeux. Tu es une petite garce ingrate. Sans nous, tu serais. Sans vous, j'aurais eu 48 000 € de plus sur mon compte et beaucoup moins de traumatisme, les jeux coupés. Ne t'avise pas de m'insulter, Loïc. Je tiens ton avenir immobilier entre mes mains. Océane a pleurniché. Mais je vais aller où, moi? Je ne peux pas payer un appart. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu as 26 ans, Océane. Tu as un emploi. Débrouille-toi. Bienvenue dans la vie d'adulte. Celle où on ne peut pas juste faire une danse TikTok pour payer les factures. La discussion a duré 1 heure. Ils ont supplié, menacé, pleuré, joué la carte de la famille, du sang, de la mémoire de mamie. Mamie voulait que la maison reste dans la famille, a crié ma mère. Mamie m'a donné la maison parce qu'elle savait que Loïc la perdrait au pari, ai-je lâché. C'était la vérité que personne n'avait osé dire. Loïc a blanchi. Il savait que je savais. J'ai posé 10 € sur la table pour mon café. Vous avez choisi l'option B, je suppose. Vous partez. Je vends la maison. Vous avez jusqu'au 31 août. Si le 1er septembre il reste une seule chaussette, je fais venir la police et les déménageurs à vos frais. Je suis partie sans me retourner. Mes jambes tremblaient, mais mon cœur était léger comme une plume. Les 2 mois suivants ont été étrangement calmes. Je n'ai plus eu de contact direct. Tout passait par l'huissier. J'ai su qu'ils cherchaient frénétiquement un logement. Avec leur dossier financier bancal, dettes de Loïc, découvert de Muriel, les agences immobilières les refusaient les unes après les autres. Ils ont découvert la dure réalité du marché locatif quand on n'a pas de garant solide. Ironie du sort, leur meilleur garant aurait pu être moi, mais ce pont-là avait été brûlé au napalm.
Ils ont fini par trouver un appartement HLM, habitation à loyer modéré, dans une cité périphérique, loin du centre, loin de leurs amis, loin du confort de ma maison avec jardin. Le 1er septembre, je suis retournée à la maison pour l'état des lieux de sortie avec l'huissier. C'était un choc. La maison était une coquille vide. Ils avaient tout emporté. Pas seulement les meubles. Ils avaient dévissé les ampoules. Ils avaient arraché les tringles à rideaux en laissant des trous béants dans les murs. Ils avaient même pris le papier toilette. C'était mesquin. C'était petit. C'était tout à fait eux. Dans mon ancienne chambre, celle que Loïc voulait transformer en salle de poker, le papier peint était à moitié décollé. Sur le sol, il y avait une tache sombre, probablement du café ou de l'huile, comme un dernier souvenir laissé par mon beau-père. Mais alors que je faisais le tour, j'ai ouvert le placard du couloir. Au fond, oublié dans un coin sombre, il y avait un vieux carton. Je l'ai ouvert. C'était des tricots. Des écharpes, des pulls, tricotés main. L'odeur de lavande et de naphtaline m'a sauté au visage. C'étaient les tricots de Mamie Odette. Ma mère les avait abandonnés. Pour elle, c'était de vieilles nippes. Pour moi, c'était le seul trésor de cette maison. J'ai serré un pull contre moi et j'ai pleuré, pour la première fois depuis des mois. Non pas de tristesse pour mes parents, mais de gratitude. Mamie m'avait donné les moyens de me défendre. Elle m'avait laissé cette maison comme une armure, et j'avais enfin appris à m'en servir. La vente de la maison a été rapide. C'était une bonne bâtisse, bien située, malgré le manque d'entretien. Je l'ai vendue en l'état à un jeune couple adorable qui voulait la rénover. Prix de vente net vendeur, 285 000 €. Quand l'argent est arrivé sur mon compte, j'ai ressenti un vertige. J'étais libre. Totalement, financièrement, irrévocablement libre. J'ai remboursé le crédit de mon studio. J'ai investi dans mon entreprise. J'ai embauché une assistante. J'ai même envoyé un petit chèque à ma tante Sylvie avec une note, pour t'acheter une cafetière, comme ça tu n'auras plus besoin de Starbucks. Je sais, c'était gamin, mais ça m'a fait un bien fou. Quant à ma famille, Muriel m'envoie parfois des messages pour mon anniversaire ou Noël. Des messages courts, froids. Je réponds poliment, mais je ne les vois plus. Loïc travaille de nuit comme gardien d'entrepôt pour payer leur loyer. Il n'a plus le temps de parier ni de jouer au poker. Son man cave est désormais une guérite de sécurité de 4 mètres carrés. Océane a dû prendre un deuxième travail comme caissière le week-end. Elle ne fait plus de vidéos TikTok sur sa vie de luxe. La dernière fois que j'ai regardé son profil, elle postait des vidéos sur comment cuisiner des pâtes pour moins de 1 €. Michael, mon ex, a essayé de revenir vers moi quand il a su pour la vente. Il m'a invité à dîner. J'ai répondu, désolé, je cherche un homme indépendant, pas quelqu'un qui court après le compte en banque de son ex. Tu es trop passif pour moi. Aujourd'hui, je vis toujours dans mon studio, mais je cherche une nouvelle maison. Une maison que je choisirai moi-même, où je n'aurai pas peur d'entrer. J'ai gardé le pull de mamie. Il est posé sur le dossier de ma chaise de bureau. Il me rappelle chaque jour que la famille, ce n'est pas l'ADN. La famille, ce sont les gens qui vous protègent, pas ceux qui vous exploitent. On m'a traité de sangsue. On m'a traité de fainéante. Mais au final, c'est moi qui ai signé l'échec. C'est moi qui ai signé l'acte de vente. Et c'est moi qui écris ma propre histoire. Si vous écoutez ceci et que vous vous sentez piégé, exploité ou méprisé par votre propre famille, sachez ceci, votre valeur ne dépend pas de leur opinion. Et parfois, le plus grand acte d'amour que vous pouvez vous offrir, c'est de partir. De fermer la porte. Et de changer les serrures. Ne laissez personne vous faire croire que vous leur devez votre vie simplement parce qu'ils vous l'ont donnée. Le respect, ça se mérite. Et le loyer aussi. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, ou si vous avez vous aussi vécu une injustice familiale, mettez un j'aime à cette vidéo. Et surtout, racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Avez-vous déjà coupé les ponts avec un membre toxique de votre famille? Comment vous êtes-vous senti après? Je lirai toutes vos réponses. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas, vous êtes les propriétaires de votre propre vie. À bientôt.
his new post. Actually, that's not gonna do it. Or actually,